En cette année 1790, Bordeaux n'était plus la cité radieuse du siècle des Lumières. La Révolution grondait au loin, mais dans les ruelles étroites du quartier Saint-Éloi, une terreur plus ancienne et plus visqueuse que la politique rampait sur les pavés. La grosse cloche, vestige médiéval encadré de ses deux tours circulaires, dominait la ville comme un bourreau de pierre. Lucien, maître horloger de son état, était un homme de précision. Pour lui, le temps était une mécanique huilée, une suite de rouages prévisibles. Mais depuis des semaines, le temps à Bordeaux s'était détraqué. Chaque fois que le brouillard de la Garonne s'épaississait, un phénomène impossible se produisait. À minuit pile, alors que les rues étaient désertes et que les patrouilles de la garde nationale s'abritaient du froid, le battant de la cloche frappait. Gong, un son sourd, non pas cristallin comme le bronze devrait l'être, mais humide, comme un coup porté dans de la chair putréfiée. Ce soir-là, Lucien était dans son atelier, ses outils étalés devant lui sous la lueur vacillante d'une bougie. Soudain, l'air changea. Ce n'était pas seulement le froid, c'était une odeur de terre retournée, de racines moisies et de mort ancienne. Elle s'infiltrait par les interstices de la fenêtre. Il savait ce que cela signifiait. Le lendemain, on trouverait un berceau vide. Une mère hurlerait dans le quartier des Capucins. Un enfant de plus, volatilisé, comme si les murs de la ville les avaient digérés. Lucien toucha le médaillon à son cou, contenant une mèche de cheveux blonds. Sa petite sœur, Elisabeth, disparut 10 ans plus tôt. La blessure n'avait jamais cicatrisé. « Assez, murmura-t-il. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le hasard. » Armé d'une simple lanterne et de son courage de désespéré, Lucien traversa la place. La tour se dressait devant lui, noire sur le ciel d'encre. La porte de fer, normalement verrouillée, grinça et s'ouvrit d'elle-même, laissant échapper un souffle fétide. Chaque marche de pierre semblait molle sous ses bottes. À mesure qu'il montait, le silence devenait oppressant, interrompu seulement par un bruit de succion régulier. Chlou, chlou, les murs de la tour, incrustés de salpêtre, semblaient palpiter au rythme d'un cœur malade. Ce n'était plus une construction de pierre, c'était un œsophage. Arrivé à la chambre de la cloche, la lanterne de Lucien éclaira l'indicible et la grosse cloche ne brillait pas. Elle suintait. Un liquide noir, épais comme de la poix, coulait du sommet du beffroi. En touchant le sol, ce liquide ne s'étalait pas, il se redressait, prenant des formes humaines filiformes. Des ombres de prisonniers morts dans les cachots de la tour il y a des siècles, condamnés à ne jamais quitter leur geôle. Mais le pire était à venir. En approchant sa lanterne du flanc de la cloche, Lucien vit que le métal n'était plus lisse. Des milliers de visages miniatures étaient sculptés à même le bronze, non pas par un artisan, mais par une force maléfique. Des visages qui bougeaient, des bouches qui s'ouvraient dans un cri muet. C'est alors qu'il la vit, juste au-dessus du rebord inférieur. Un visage qu'il aurait reconnu entre mille. Lucien. La voix ne venait pas de l'air, mais de l'intérieur du métal. Une main, faite de bronze liquide et de peau translucide, s'étira vers lui. Elisabeth. Elle n'avait pas vieilli, mais son regard portait le poids d'une éternité de tourments. Grand frère, ce fer nous dévore. Il a besoin de chaleur. Il a besoin de vie pour ne pas se briser. La folie s'empara de l'horloger. Oubliant toute prudence, il se précipita pour saisir la main de sa sœur. Au contact du métal, il ne ressentit pas de froid, mais une chaleur volcanique. Ses doigts s'enfoncèrent dans la cloche comme dans de la cire. Il hurla, mais le son fut immédiatement étouffé, absorbé par le bronze qui remontait déjà le long de ses bras. Il sentit ses os se transformer en alliage, ses souvenirs se figer dans la masse métallique. La cloche sonna une dernière fois, un son d'une pureté terrifiante, portant en lui le cri final de Lucien. Ce récit peut être étendu en explorant les points suivants de l'enquête d'un garde qui retrouve la lanterne de Lucien le lendemain, l'histoire secrète du fondeur de la cloche, qui aurait passé un pacte avec une entité souterraine, une fin alternative où un descendant de Lucien revient à Bordeaux en 2026 pour briser le sort.